Ma mère vit chez moi actuellement. C'est tout simplement plus vivable. Du jour au lendemain, leur mère est venue s'installer chez eux. Je me suis dit ça va être que provisoire et au final ça perdure. 23 ans? Vous avez cohabité avec votre mère pendant 23 ans? Je pourrais pas. 23 ans, je peux pas. Déjà un an, c'est pas supportable. Une cohabitation un peu particulière qui fait souvent des étincelles. On avait souvent des disputes. J'ai plus de vie, j'ai plus d'intimité, je me sens plus chez moi. On allait dans la chambre, on fermait la clé pour essayer de se retrouver un petit peu tous les deux. Elle avait tendance à taper un peu à la porte. Vous vous enfermez dans votre chambre, ça vous arrivait? Ah bah si, quand même, on a fermé, parce que sinon on n'aurait pas fait 2 enfants. Hein. On ne doit pas étouffer ces enfants, on les a pas fait pour les garder. Avant tout, il y a le couple. Même si on aime notre maman. Ne pas prendre sa mère, ce n'est pas de l'égoïsme, mais c'est simplement chacun sa vie. Et pourtant... Ça fait 13 ans que je vis avec ma maman, mon mari. Ça se passe super bien. Bah dites donc, Frédéric, c'est embêtant parce qu'on n'a rien à dire. Alors, Bonjour à tous, merci de nous accueillir et merci à nos invités d'être présents sur ce plateau. Il est fréquent de voir un enfant, une fois parti de la maison, revenir vivre chez sa mère quelques années plus tard. Mais l'inverse est beaucoup plus inhabituel. Nos invités menaient une vie d'adulte, mère de famille ou épouse comblée, jusqu'au jour où leur mère a débarqué chez elle. Elle n'aurait jamais imaginé que cette cohabitation provoquerait un véritable tsunami dans leur vie, jusque-là bien rangée. Depuis que ma mère s'est installée à la maison, rien ne va plus. C'est le titre de toute une histoire aujourd'hui. Et restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'émission pour notre rendez-vous L'Histoire continue. Nous retrouverons Benjamin ainsi que Zoubida et Ali, des invités que vous aviez découverts lors d'une précédente émission et qui nous avaient beaucoup touchés. Nous verrons ce qu'ils sont devenus depuis leur passage dans toute une histoire. Mais ouvrons tout de suite la première partie de notre émission. Ménage à 3 et on salue Reine. Bonjour. Bonjour Sophie. Le sujet d'aujourd'hui vous tient particulièrement à cœur. Pour quelles raisons avez-vous répondu à notre appel à témoins? Alors tout d'abord, j'ai répondu appel à témoins parce que je suis actuellement dans cette situation. Et donc j'aimerais... Dans quelle situation? Donc ma mère vit chez moi actuellement. Comment ça se passe? Pas très bien à vrai dire. Depuis combien de temps est-elle chez vous? Pratiquement un an. En octobre, ça fait un an. Pas très bien, c'est-à-dire? C'est l'apothéose, quoi. Enfin, j'ai plus de vie, j'ai plus d'intimité, je me sens plus chez moi. Vous habitiez en couple? Non, je suis célibataire, avec un enfant. Vous habitez un grand appartement? Oui, assez grand. Vous avez chacune votre chambre? Non. Ma maman dort dans le salon. D'accord. Pourquoi vous ne vous sentez plus chez vous? Qu'est-ce qui a changé concrètement? Alors, ce qui a changé, c'est que ma maman fait attention à rien. Donc, elle n'est pas pointilleuse sur le ménage et tout ça. Donc, moi, je suis assez pointilleuse là-dessus. Et c'est vrai qu'elle ne respecte pas mes choix. Vis-à-vis de ça, j'ai plus aucune intimité. Donc, elle est tout le temps derrière moi. Je vais dans une pièce, il faut qu'elle me suive. C'est tout simplement plus vivable. Elle a toujours été comme ça, votre mère? Non, elle n'a pas toujours été comme ça. Vous aviez quel genre de relation toutes les deux? On était fusionnelles avant qu'elle vienne habiter chez moi. Fusionnelles, donc c'est-à-dire qu'elle était toujours quand même partout avec vous? Non, elle n'habitait pas avec moi, elle vivait en couple avec mon papa. Ouais. Donc quand moi je travaillais, le week-end, je la voyais. On sortait toutes les deux. On faisait du shopping. Quand je la voyais pas, tous les jours on s'appelait. C'était vraiment une très très bonne relation. Il y a un événement qui l'a contrainte à venir s'installer chez vous il y a un an. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, elle s'est séparée de mon papa en fait.
Et donc vous lui avez proposé de l'héberger? Oui, elle m'a appelée, donc je lui ai proposé de l'héberger. J'ai pas réfléchi, j'ai dit oui tout de suite. Vous pensiez l'héberger combien de temps? Enfin, vous aviez mis une deadline ou pas? Je me suis dit ça va être que provisoire et au final ça perdure. Vous lui aviez dit ça? Ça ne serait que provisoire? Non, dès le début, j'en ai pas parlé. C'est vraiment quand j'ai commencé à voir certaines choses que là, j'ai dit, il faut que ça cesse, ça peut plus durer. D'accord, mais au départ, quand elle est venue s'installer chez vous, a priori, vous l'avez accueillie sans limite? Sans limite. Dans le temps. Qu'est-ce qui vous pèse le plus au quotidien? Alors, on a vu, apparemment, vous êtes un peu maniaque, pas elle. Voilà. Elle vous suit partout, donc ça vous agace? Ça m'agace, et aussi parce que j'ai une petite fille de 4 ans. Donc, elle trouble mon rôle de mère, quoi. C'est-à-dire, elle critique ce que vous faites avec elle? Par exemple, si je punis ma fille, il faut qu'elle ait la punition. Ah bon, ça c'est embêtant. Oui, c'est très embêtant. Donc, et pareil, elle la laisse tout faire. Elle lui cède beaucoup de choses. Des choses que je ne tolère pas. Parce que c'est quand même mon éducation et il faut qu'elle respecte mon éducation. Mais vous en parlez avec elle? Vous lui dites? Oui, j'en parle avec elle. Ça engendre des conflits, des disputes? Oui, j'en parle avec elle, mais elle me répond pas, elle fait l'ignorante. Financièrement, vous vous organisez comment? Alors, financièrement, comme moi j'avais mon emploi, ma maman n'avait pas de ressources. Donc, je payais tout. Donc, elle me demandait tout le temps de l'argent et financièrement, donc ça ne pouvait plus durer comme ça. Donc, j'ai perdu mon emploi en janvier. Et suite à cela, j'ai demandé à ce qu'elle trouve une solution pour avoir des ressources. Alors, donc là, c'est-à-dire que vous avez moins de ressources, que vous êtes toutes les deux à temps plein l'une sur l'autre. Voilà. Comment vous gérez votre intimité amoureuse? Je peux pas la gérer. J'ai eu 2 relations qui ont été gâchées à cause de ça. Parce que ma maman était toujours dans nos pattes et donc c'était pas possible pour les personnes avec qui j'étais. Ils n'ont pas supporté? Ils n'ont pas supporté. Comme ma chambre est collée au salon et ma maman dort dans le salon, pour des relations intimes, c'est pas évident. Donc c'est une situation qui vous pèse et d'après ce que je comprends, vous êtes dans un problème de communication, toutes les deux? C'est-à-dire, vous avez envisagé tout ça avec elle, concrètement, lui parler Oui, je lui en ai parlé, mais elle fait l'ignorante. Chaque fois que j'aborde le sujet... Donc vous êtes là, j'imagine, pour recevoir des conseils? Oui. Pour écouter l'expérience des autres invités? Voilà, pour trouver des solutions. Et pour l'expertise de Frédéric Farigou, ô combien efficace. C'est pas une situation facile. Et puis souvent, quand cette situation-là se produit, qu'un parent vient se réinstaller chez son enfant, c'est souvent dans des situations de détresse, en cas de séparation, dans des cas de veuvage ou dans des cas de difficultés financières. Et du coup, c'est difficile, alors que c'est nécessaire pourtant, de poser un cadre clair dès le départ. En plus, on pense souvent, ce que j'entends, c'est que la situation va être provisoire. Or, souvent, elle s'installe et c'est souvent le fait de mères qui sont fusionnelles. Et donc là, c'est comme si la fusion se réinstalle. Et du coup, ça devient très difficile à vivre parce que Reine est adulte et ça devient difficile de poser des limites. Et ça paraît paradoxal dans la mesure où elles étaient fusionnelles. Donc, on a du mal à comprendre pourquoi la fusion ne prend plus de la même manière. La fusion, c'est pas forcément quelque chose de très positif pour moi dans la relation mère-fille. La complicité, oui, mais la fusion, ça veut dire la difficulté à se séparer. Or, couper le cordon et être complice avec sa mère, c'est pouvoir vivre cette séparation sans pression, sans culpabilité, sans se culpabiliser par rapport à elle. Or, dans le cas de la fusion, il y a de la culpabilité. On a du mal à mettre les limites parce qu'on voit que la mère a des difficultés. Donc, du coup, cette fusion devient pénible pour l'enfant devenu adulte. Et puis dans le cas de Reine, elle a quelque part joué le sauveur pour sa maman, donc en la prenant en charge, en l'assistant, et du coup, sa mère, je pense, s'est beaucoup installée dans ce système. Donc ça devient difficile d'inverser la vapeur. Ça vous parle, oui. Reine, tout ça? Oui. Et Yvette, que pensez-vous en entendant le témoignage de Reine? Ça correspond tout à fait à l'histoire, à notre histoire avec maman. Ça a débuté pareil, de la même façon. Ça a duré combien de temps pour vous? 23 ans en tout. 23 ans?
C'est-à-dire vous avez cohabité avec votre mère pendant 23 ans? Oui. Chez vous? Chez moi. Qu'est-ce que ça vous évoque? Je pourrais pas. 23 ans, je peux pas. Déjà un an, c'est pas supportable. Non, non, je peux pas. 23 ans, de m'imaginer, non. Yvette, que vous pouvez saluer, mesdames et messieurs. Dans quelles circonstances votre maman est-elle venue vivre chez vous? Au décès de mon papa. Mon papa est décédé 15 jours après mon mariage. Donc très vite, en fait. Voilà. Très vite après votre mariage. Voilà, une quinzaine de jours après mon mariage. Donc on habitait tous les deux, que j'ai rencontré mon époux chez mes parents. Et donc on s'est mariés, on avait prévu de construire une maison qu'on a fait. Et quand mon papa est décédé, ben, on n'a pas... Naturellement, on a pris la maman avec nous. Combien de temps comptiez-vous garder votre mère quand vous lui avez proposé de l'héberger? Est-ce que là encore vous aviez une limite de temps dans la tête ou pas? Plus ou moins, oui. On s'était dit ben, le temps qu'elle se remette, parce qu'elle était en pleine dépression nerveuse quand mon papa est mort. Et on s'est dit ben, au bout de 2 ans, peut-être 2 ans et demi, dès qu'elle va mieux, on lui cherchera un petit appartement, pas loin. Et puis on l'installera tranquillement. Vous en aviez parlé tous les deux de ça? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, on n'imagine pas que ça va durer aussi longtemps, c'est clair. Est-ce que ça a évolué comment, son état psychologique? Ben, disons que les semaines passaient, puis maman n'allait pas mieux, quoi. Au niveau psychologique. Elle a fait une tentative de suicide peu de temps après qu'elle habitait avec nous dans la maison, alors qu'on croyait qu'en apparence ça allait mieux. Et petit à petit, donc, ça ne s'est pas arrangé. Ça s'est arrangé seulement à la naissance de notre première petite fille. Donc là, combien de temps après? Ben, 1 an après, à peu près. Magali est arrivée en 1985. Qu'est-ce qui s'est arrangé au moment de sa naissance? Ben, elle était plus souriante, plus joyeuse. C'est comme si j'avais fait un cadeau, à la limite. Son état s'est arrangé, mais pour autant, elle est restée chez vous? Ben oui, parce qu'en parallèle, elle était tellement heureuse que la petite soit là. Et nous, on était tellement heureux. On forme une petite famille sympa, quoi, avec la mémé en plus. Ce qui fait qu'on n'a pas... Est-ce que ça vous pesait, sa présence au quotidien? Oui, beaucoup, quand même, oui. Oui, quand même, des fois, oui, oui. Parce qu'on était comme jeunes mariés, donc on était... Voilà, donc elle était là tout le temps, c'était pas évident, quoi. Vous arriviez à avoir quand même une intimité, à vous isoler? Pas évident, pas facile. Pas toujours. Pas facile. Pas toujours. Elle avait tendance à taper un peu à la porte. Elle le tapait soir, à la porte? Attendez qu'elle s'endorme. Pour demander le programme télé ou... Voilà. Non, c'est vrai que... Non, c'était pas facile. Hein. Est-ce que vous vous octroyiez des moments tous les deux? Vous sortiez, vous alliez au resto pour vous isoler un peu? Non. Ben, le peu de fois, c'était très rare. rare. Ouais, le peu de fois où c'est arrivé, elle nous appelait, quoi. Elle allait pas bien, ou elle avait pas le moral, elle voulait savoir quand on rentrait, elle s'inquiétait pour nous. Est-ce que ça devenait conflictuel? Oui, ça petit pouvait, à petit. Ça pouvait devenir conflictuel. C'était, oui. Vous en aviez ras-le-bol? Il y avait des fois, oui, bien sûr. Plus François, lui que moi. Vous l'exprimiez? Oui, je pense qu'elle devait le comprendre par mes attitudes, par mon agacement. Oui, forcément, il y a des moments où... Surtout quand je sentais que ça s'était mal passé entre elles dans la journée ou quoi que ce soit, je rentrais le soir, c'est vrai que... De quel stratagème deviez-vous user pour vous retrouver tous les deux? Ben, tout simplement, on lui mettait un bon film à la télé, par exemple, et puis on allait dans la chambre, on fermait la clé, hein, pour essayer de se retrouver un petit peu tous les deux, parce que si on restait dans le salon, elle arrivait, donc... Vous pouvez débarquer à n'importe quel moment, c'est clair. Voilà. Pour les enfants que l'on colle devant des dessins animés. C'est un peu ça, c'était notre premier enfant, quelque part. C'était un peu ça, oui. Pas préparé à ça, quoi. Ça marchait en général quand vous fermiez la porte de la chambre? Oui, heureusement, on arrivait quand même, on a pu faire les petits quand même. Hein. On y est arrivé, oui. On est arrivé. Vous en avez fait combien? 3. Donc ça a marché au moins 3 fois? Ouais, au moins 3, ouais. Vous étiez à la maison toute la journée ou vous aviez un boulot? Non, justement, moi je travaillais quand lui partait, enfin quand lui il arrivait, c'est moi qui partais travailler. Je faisais des heures de ménage, service en restauration. Donc pour être avec maman justement et être après avec la petite... Surtout avec maman au début. Ah oui. Qu'elle ne reste pas seule. Elle ne pouvait pas rester elle relayée était dans sa période côtés. un peu dépressive, puisqu'elle venait de perdre son mari. Donc forcément, elle était assez instable. Après, suite à sa tentative de suicide, on va dire, j'ai décidé de rester avec elle et de trouver un travail qui permettait qu'il y ait toujours quelqu'un avec elle. Oui, c'est quand même plus que contraignant.
Ouais, surtout pour elle. Surtout pour elle. Est-ce que ça a engendré de vraies crises de couple? Oui, Ah bien oui. sûr. Oui, oui. Grave? Ah, il y a eu oui, ça aurait pu, ça a failli aller à la rupture, oui, Qu'est-ce absolument. qui se passait dans ces moments-là? C'est des chambres à part. Oui. Il squattait le canapé ou quand il en avait marre, c'était moi. Il n'y avait pas la belle-mère sur le canapé? Non, elle elle avait sa avait sa chambre. chambre. Non, elle avait une maison, elle avait quand même sa chambre à elle. Oui. C'était- Maurice. Bonjour Maurice. Bonjour. Est-ce que vous vous reconnaissez dans le témoignage de François? Oh que oui. En quoi? Oh que oui, en tout. En C'est-à-dire? tout, mais je veux dire un petit peu multiplié parce que lorsque j'ai demandé donc à ma femme de prendre ma belle-mère, parce que c'est moi qui l'ai demandé, tout s'est passé à peu près comme pour vous. Ça a été la présence, ça a été la gêne, ça a été la présence continuelle. Et comme quand on lui disait, écoute, il serait bon peut-être que... Oui, mais non, mais je dérange pas, c'est pas important, c'est pas bien grave. Je m'assois, je bouge pas, je suis dans mon coin, je regarde la télé, je vais faire la vaisselle ou pas du tout, autre chose. Et vraiment, là, c'est le même sujet. Vraiment. Alors Michel, bonjour. Bonjour. Nous vous avions déjà reçu sur un tout autre thème sur ce plateau, mais c'est la première fois que nous faisons la connaissance de Maurice. Vous avez été adopté à l'âge de 4 ans, votre père est décédé quand vous aviez 16 ans. Avec quels mots décririez-vous votre mère? Personne qui a été assistée tout le temps. Et en fait, je suis devenue à 16 ans la maman de ma maman. C'est-à-dire qu'il a fallu que j'assume et le travail, et l'argent, et tout ce qui s'ensuit. Elle gardait des enfants et je me suis retrouvée, en rentrant du travail, à gérer les propres enfants qu'elle était censée s'occuper. Pourquoi elle n'était pas autonome? Parce qu'elle avait toujours eu quelqu'un chez elle et qui, en fait, s'était toujours occupée, qui faisait le ménage, donc ma grand-mère adoptive. Et donc, voilà, elle savait rien, enfin, je mets entre guillemets le mot, mais elle ne savait rien faire. Je pense que c'est vrai. Oui, c'est exact. Et puis en plus, bon, c'est une personne, moi je me souviens, lorsque nous nous sommes rencontrés, et je crois que je peux le dire, même les enfants qui étaient gardés par la personne qui est devenue ma belle-mère appelaient Michel maman. C'était elle qui s'en occupait. Et après, bon... Alors, vous êtes rencontrés à quel moment? Ouh, ça c'est une grave histoire. J'étais caissière dans un supermarché. Il était animateur. Bon, Non, et, mais c'est L'histoire de la voilà. rencontre. Oui. Mais vous aviez quel âge quand vous êtes rencontrés? J'avais moi 71. J'avais j'ai un trou là. Donc, J'avais 20 ans. 71. 20 ans, voilà. D'accord. Moi j'en ai donc 31, parce que j'en ai... De plus. Vous 11 vous de êtes plus. mariés donc en 1972. Oui. Quand vous avez senti ça, que sa mère était quand même très dépendante, ça vous a pas fait peur? Ben, c'est-à-dire que non, ça ne m'a pas fait peur. Au contraire, j'ai eu le sentiment qu'on devait, à tort certainement, garder les gens qui étaient avec nous, qui étaient nos parents. Parce que moi, malheureusement, j'ai plus de parents depuis très très longtemps. Et sa mère, il me paraissait normal de ne pas l'abandonner parce que je suis moi, dans le métier artistique, donc je voyage beaucoup. Et lorsque nous partions, elle se retrouvait toute seule. Toute seule avec les enfants, ça devenait problématique. On se posait des questions. Alors vous l'avez fait pour qui? Pour Michel ou pour sa mère? Ou pour les deux? Pour les deux. Très honnêtement, pour les deux. Donc c'est vous qui avez proposé? Oui. Ben oui. Avec un refus total de ma part. Oui. Ah, vous avez dit non? Elle ne voulait pas. Pourquoi? Parce que je savais pertinemment que, enfin bref, à Ça allait erreur vous faire peut-être. un enfant de plus. Voilà. Non, on n'avait pas encore d'enfant. Mais d'abord, elle s'est séparée, enfin on s'est séparés malheureusement des trois De qui? petits qui étaient, De effectivement, ceux que vous qui étaient gardiez. vraiment, pour qui j'avais une profonde affection. Et je suis montée donc à Paris avec maman, et en plus, à cette époque-là, on a pris aussi ta grand-mère. Ma grand-mère aussi, oui. Donc on avait on non n'a pas seulement hésité à là, t'en faire. oui, non, mais enfin, bon, moi je suis quelqu'un qui aime, enfin, les personnes âgées, c'est quelque chose que je respecte. Donc je suis un peu Mère Teresa entre guillemets. Ouais, déjà, voilà. les personnes âgées, mais les personnes très jeunes aussi, tout le monde, hein, j'ai l'impression. Oui. Hein, on va dire ça. Et donc voilà, on s'est retrouvés et puis voilà, ça s'est bien passé la cohabitation pendant pas mal de temps.
Alors, comment ça se passait au quotidien, cette cohabitation? Voilà. À qui vous posez la question? Aux deux. Aux deux. Alors, la cohabitation s'est passée, pendant un moment, elle s'est passée à peu près bien. Et au fur et à mesure des années, surtout ma belle-mère a, je ne vais pas dire, a régressé, mais elle s'était installée véritablement avec nous. Et elle te défendait. Et elle me défendait en plus, oui. J'avais une personne qui était contre moi, ce qui était horrible. Pareil. Hein. Pareil. C'était. On va signer ensemble. Il y avait quelqu'un qui avait tort, c'était elle. Hein. Ah oui, Oui, bien sûr. Et c'était. Je ne le méritais pas. Enfin, bon, j'avais entendu des trucs horribles. Hein. Mais bon. Il faut dire que j'étais bien aussi. Bon. Est-ce qu'elle a gagné en autonomie ou c'était le contraire? Non. Alors, je vais le dire quand même à sa décharge. Après, avec le recul et les années passant, maman a eu la maladie que maintenant on appelle Alzheimer. Et je pense que c'était un côté, c'était les prémices, enfin, oui, les prémices, je cherche les mots là, les prémices de la maladie, parce que bon, on passe les détails, mais voilà. Et après, maintenant, avec le recul, je me dis, elle est pardonnable. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait auparavant qui pouvait vous ennuyer? Est-ce que, par exemple, elle donnait son avis? Oh, bah plus que ça. On a acheté une voiture, c'était ma voiture, enfin notre voiture, mais c'était elle qui disait non, vous n'allez pas prendre ça. Bon, c'était ni elle. Et vous lui obéissiez? Moi, il faut reconnaître que j'ai été, enfin, je pense pas me tromper, mais j'étais très passive parce que d'abord, j'aimais pas les conflits. Et puis bon, moi, je me suis toujours culpabilisée que c'était ma maman adoptive et que je lui devais de pas être, qu'elle m'avait sorti de l'orphelinat. Donc, je me suis sentie redevable. Tout accepté. Oui, tout accepté. Comment ça se passait entre vous? Ça a généré des conflits entre vous? Oui. Parce que... C'est normal. C'est normal, il n'y avait plus d'intimité. Hein, on sait ce que c'est. Parce que quoi? Jusqu'à minuit, si on restait jusqu'à minuit, elle était avec nous sur le canapé. Et si vous vous enfermiez dans votre chambre, ça vous arrivait? Oui, elle rentrait. Oui. Elle rentrait carrément. Oui. Pour faire quoi? Pour rien. Rien, simplement me demander si éventuellement on voulait le café le matin, alors que bon, j'étais capable de faire le café. S'il fallait il y avait des courses à faire. Mais voilà, c'était tout le temps. Et alors, vous fermiez pas la porte de la chambre à clé? C'est difficile si, quand même. Oui, non, ça dépend des quelques fois. Parce que... Si, quand même, on a fermé, parce que sinon on n'aurait pas fait 2 enfants. Hein. Au moins 2 fois sûr. Au moins 2 fois sûr. Oui, normalement, elle n'était pas là. Hein. Non, là quand même, non. Oui. Non, mais ça a été une... Est-ce que vous vous faisiez des reproches tous les deux? Est-ce que, par exemple, est-ce que vous lui avez reproché de lui avoir proposé? Est-ce que ça revenait dans les disputes? Et est-ce que vous lui reprochiez d'être trop passive? Trop passive, je ne sais pas. Ça, je dois reconnaître que tu le dises, parce que trop passive, si vous voulez, moi, lorsque j'ai demandé de prendre sa maman, c'était une culpabilité d'autre part, parce que c'est vrai qu'elle avait été retirée d'un orphelinat, donc sa mère s'en est occupée, avec son père qui était encore du monde à ce moment-là. Et on paraissait que c'était un petit peu la suite de suivre quand même, parce qu'il y a quelque chose qui a été fait pour sortir quelqu'un, et donc c'est une suite qui est prise. C'est-à-dire que vous pensiez faire du bien à votre épouse en proposant à sa mère de la faire venir? Les deux. Faire du bien à l'épouse et faire du bien aussi à la mère pour qu'elle ne soit pas toute seule. D'accord. Mais quand après votre épouse vous a reproché d'avoir fait ça, qu'est-ce que vous répondiez? Pas grand-chose à dire. Vous avez compris qu'on puisse vous le reprocher? Oui, je pense. Ou vous trouviez ça injuste? Je pense pas injuste. Je dis je pense pas. Mais c'était la volonté de faire du bien, la volonté de ne pas culpabiliser par rapport à cette personne. Donc, pour moi, c'était normal de la prendre. Aujourd'hui, ça sera autre chose. On va demander à Frédéric ce qu'elle en pense de cette cohabitation difficile qui a mis quand même ce couple en péril. Oui, c'est une cohabitation difficile parce que dans ces exemples-là, il n'y a pas de respect de l'intimité du couple. C'est ça le problème. Donc, à partir du moment où cette intimité n'est pas respectée, ce qui va se passer, c'est que la mère, arrivant dans la cellule familiale, la relation mère-enfant va prendre le dessus par rapport à la relation de couple. Donc, en général, le conjoint fait les frais de ça, puisque la relation mère-enfant revient au premier plan. Mais c'est souvent un profil de mère particulier. Ce n'est pas toutes les mères qui sont comme ça dans le respect. Vous l'avez très bien décrit. Dans le cas de votre mère, c'était plutôt une mère infantile. Il y a des mères dépressives, il y a des mères qui ont mal été aimées par leur mère, des mères qui sont en mal-être dans leur couple, font des mères fusionnelles de ce type, qui ont tendance à prendre leur enfant comme un substitut affectif,
Hein, là, on l'a bien entendu dans votre cas. Et l'enfant est tyrannisé par ces mères-là. Donc, il faut vraiment, à un moment donné, se dire, soit je reste dans une relation mère-enfant où je reste l'enfant soumis, et c'est l'autorité de la mère qui prime, c'est la volonté de la mère, ce qui implique la confusion des rôles. On s'ingère dans l'éducation des enfants, dans la vie familiale, on décide de choses à la place du couple. Soit on met des limites. Alors on les met quand, les limites? Dès le début? Dès le début. Dès le début. En disant quoi? L'éducation des enfants, c'est chasse gardée. C'est ça. Et on n'a pas à se justifier d'avoir besoin d'intimité. C'est un besoin légitime du couple. On n'a pas à justifier. Si le parent ne le comprend pas, tant pis. Cette étape-là n'est pas nécessaire. C'est comme la liberté. On ne va pas la demander à son parent. Alors, sinon, on reste dans l'enfant soumis. On impose. On met des règles. On met des règles. Et effectivement, on est clair dès le départ, ce qui est toujours compliqué. Hein. Comme on fait avec des enfants. Exactement. Et on met des règles et on rentre dans le détail. On met des règles par rapport aux enfants, on met des règles par rapport à l'intimité, à l'espace dans la maison, aux amis aussi, pour pas que la mère soit présente systématiquement quand on reçoit des amis. Enfin, il faut vraiment rentrer dans le détail. Plus le cadre est clair, plus on se donne une chance que ça fonctionne. Qu'est-ce qu'il y a, Maurice? Oui, je disais, lorsque vous dites cela, c'est exact. En plus, comme sa maman n'a pas eu d'enfant, on avait l'impression que nous, on ne devait pas en avoir non plus. Donc cette intimité, pour elle, ne devait pas exister. Quelque part, c'était tout à fait normal. Dans le témoignage, je veux quand même dire que la grand-mère, sa grand-mère qui est venue après, enfin qui était installée avec nous, je l'ai quand même gardée jusqu'à l'âge de ses 100 ans, puisqu'après j'ai placé pendant les 2 ans. Et moi, cette personne ne m'a en aucun cas dérangée. Je pense que c'est aussi une question de caractère. Absolument. Et de profil aussi. Parce que moi, elle s'en allait, dès qu'elle voyait qu'il y avait des invités, elle s'éclipsait. Donc je veux dire, ça, et mon amie qui est dans le public, elle peut vous le lire, elle s'éclipsait absolument. Donc voilà. Est-ce qu'il vous est arrivé de parler avec votre mère pour lui dire que tout ça était un peu difficile, un peu envahissant? Elle se mettait à pleurer. Ouais. J'étais la méchante. Donc, et avec le recul, maintenant je le sais, parce que je l'ai appris, je crois que je l'avais dit d'ailleurs dans la précédente émission, c'est que j'ai appris par ma famille adoptive qu'en fait, elle ne voulait pas d'enfant, déjà. Mais c'est mon père qui voulait absolument adopter une fille. Et donc voilà, donc j'étais aussi un petit peu, je pense, la gêne, je pense. Voilà. Voilà la grand-mère c'est les 100 ans de la grand-mère. Les 100 ans? C'est ses 100 ans. Elle est partie, elle avait plus de 102 ans. Voilà. Dites donc, donc il y a un moment où vous aviez les deux? Oui, tout à fait. Cindy, le témoignage de nos invités. Bonjour déjà. Bonjour. Est-ce que le témoignage de nos invités fait écho? Est-ce que vous vivez peut-être actuellement? Du tout. Pourquoi donc? Je suis là parce que ça fait 13 ans que je vis avec ma maman, mon mari, et maintenant nos 4 enfants, bientôt le 5e. Et ça se passe super bien. Bon, et bien dans quelques minutes, Cindy nous donnera sa recette du bonheur. Ce sera dans notre deuxième partie, juste après ces messages de la rédaction. À tout de suite. Il y a 6 ans, Jean-Luc Delarue recevait Elamine. J'avais beaucoup d'amis, mais parfois ils étaient agressifs, ils me frappaient. Moi, j'en avais marre. Aujourd'hui, Elamine a 16 ans et il a bien changé. Nous retrouverons également Benjamin, alias Benji Doty. Lui aussi a fait du chemin depuis son passage dans Toute une histoire. Bonsoir, comment ça va? On va faire un appel à témoins pour la prochaine émission. Pour nos invités, l'histoire continue dans la dernière partie de l'émission. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Vous avez passé toute votre vie dans l'ombre d'une personne sous les feux de la rampe. Grâce à votre profession, vous fréquentez des personnes de pouvoir ou des célébrités. Pourtant, vous êtes loin d'être connu. Après avoir longtemps vécu dans les coulisses du pouvoir ou dans l'entourage d'une célébrité, vous profitez aujourd'hui d'une vie bien plus simple. Votre travail est connu de tous, mais personne ne sait que vous en êtes l'auteur. Vous êtes à l'origine ou avez participé au succès d'une ou de plusieurs célébrités. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Leur amour est né sur un parquet ciré. Vous dansez? Il a suffi de quelques pas de danse pour leur faire tourner la tête. C'est guidé par la musique. C'était merveilleux, il valsait merveilleusement bien. On a très peu parlé. J'ai eu l'impression que mes yeux faisaient des étincelles.
Je regarde cette jeune fille qui est très belle. Elle semblait un peu rebelle, parce qu'elle ne me regardait pas. Elle dansait très bien la valse, le rock, etc., toutes les danses. Et surtout, elle était charmante. D'un coup, vous dites, c'est elle. Vous savez que vous avez eu le frisson de l'amour et qu'on ne pourra pas l'oublier. Quand j'ai vu Marie, il n'y avait pas que la danse pour Marie, il y avait son sourire. Et aujourd'hui, le ciment de leur couple, c'est... Un rock sur un twist, un passo ou un boléro. Les slow, les rock. Bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de Toute une histoire. Plus d'un quart des seniors européens cohabitent avec un de leurs enfants. Mais comment s'émanciper dans sa vie de couple sous le regard omniprésent de sa mère? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans notre deuxième partie, Mamma Mia. Cindy, vous nous disiez juste avant la coupure que votre mère vivait avec vous, votre mari et vos 4 enfants, bientôt vos 5 enfants, depuis 13 ans. Voilà. Et que ça se passe très bien. Voilà. Alors, comment s'est construit ce couple à 3 avec votre mère? Moi et mon mari, on s'est connus en août 2000. Donc, j'avais 15 ans et demi, il en avait 20 et demi. On a un petit peu chamaillé. En fin de soirée, on était dans les bras l'un de l'autre. Tout s'est passé très bien. Maman a très vite, le jour même, fait sa connaissance. D'ailleurs, il l'a appelée tout de suite belle-maman. Ce qui m'a, moi, un peu surprise. Mais voilà. On s'est revus dès le lendemain. Maman m'a accompagnée. Étant mineure, j'ai trouvé que c'était tout à fait logique. Donc, il est venu les week-ends au départ. Et puis, Et vous étiez sûre à 15 ans et demi que c'était lui? J'étais certaine. C'était le premier, j'étais certaine. Et je ne me suis pas trompée. 13 ans après, on est encore ensemble. Donc, voilà. Ça, alors, déjà, c'est spectaculaire. Être sûre à 15 ans et demi. Alors, donc, vous vous êtes mariés le 26 octobre 2002. Donc, vous viviez encore chez votre maman. Voilà. Comment s'est passé le voyage de noces? Racontez-nous, vous êtes allés où? On a fait le tour de la France. On a voyagé. Qui? Maman était avec nous. Et pourquoi elle était avec vous? On a trouvé ça logique. Il y a un juste retour des choses, en fait. Donc, à ce moment-là... Comment ça, il y a un juste retour des choses? Elle était là depuis le début. Elle nous a épaulés dans la relation où beaucoup n'y croyaient pas. Comment ça, elle vous a épaulé dans la relation? Ça veut dire quoi, ça? Épaulé dans la relation, soutenue, je veux dire, envers les autres, en fait. Quand d'autres n'y croyaient pas, nous, on était sûrs. Et donc, elle nous a dit, lâchez pas, si vous êtes sûrs de ce que vous ressentez, lâchez pas. Et donc, voilà, on n'a pas relâché. Elle m'a laissé organiser le mariage, mais elle a tout elle a réglé la plupart du mariage. Mon mari a tenu à l'aider financièrement. Et donc, à ce moment-là, on s'est dit, il n'y a pas que nous qui allons profiter, justement, de ce merveilleux moment. Et donc, elle vient avec nous profiter. Et elle avait sa chambre, quand même? Elle avait sa chambre à l'hôtel, puisqu'on a dormi à l'hôtel. Parfois, on dormait dans la voiture, en camping. On n'avait pas encore d'enfants, donc tout s'est bien passé. Et il n'y a pas des moments où vous aviez envie d'être tous les deux? Tous les deux? Du tout. En fait, même en étant à 3, on a toujours eu notre intimité. Donc, il n'y avait aucun souci sur ça, en fait. Pourquoi ça? Parce qu'elle sait se faire discrète? Voilà. Elle sait se faire discrète, elle sait respecter, On partage beaucoup. D'ailleurs, quand je vais en centre-ville, c'est avec maman. Mais elle sait se faire discrète, elle sait être là quand il faut épauler, elle sait être là quand il faut écouter. Voilà. C'est la maman parfaite, quoi. Voilà. Il n'y a pas des moments où elle est trop là? Non. Trop présente? Non. Jamais. Alors, vous êtes tombée enceinte? De mon premier. Vous avez décidé de déménager avec Jackie en janvier 2003. À quel endroit? Au bout de la rue. De qui? Ce n'était pas choisi. C'est juste que le bailleur nous a proposé la maison qui était libre. Et donc, on a accepté. D'autant plus qu'elle était au bout de la rue, donc de chez votre mère. Non, on n'a pas accepté pour ça parce qu'on savait très bien qu'il n'y aurait pas eu de séparation. Donc, on n'a pas accepté parce qu'elle était au bout de la rue. On a accepté parce qu'on nous l'a proposé. Et que déjà, là, au niveau habitation, c'était déjà difficile d'avoir quelque chose. Et en plus, j'étais enceinte en tout début de grossesse.
Donc c'est pour ça qu'on a accepté. Comment ça s'est passé, la pseudo-séparation? Parce que Il n'y a pas eu de séparation du tout, en fait. Pour nous, pour mon mari, il m'a dit tout de suite, on prend ta maman avec nous. Ah bon, elle est venue avec vous alors? Elle est venue avec nous et donc, moi, c'était dans la logique. Maintenant, c'était à lui de me le proposer et d'être d'accord surtout. Et en fin de compte, j'ai pas donné mon avis puisqu'il m'a dit directement, si tu es d'accord, on la prend avec nous, aucun souci. Donc j'ai moi-même fait les démarches justement pour qu'elle rende ses clés et donc elle est venue avec nous. Ça lui pose jamais aucun problème à votre mari? Non. Il n'y a pas des moments où il se sent exclu, où il vous sent trop complice? Non, du tout. La seule chose qu'il me reproche, c'est d'être trop fusionnel avec mes enfants, avec nos enfants. Donc vis-à-vis de ma maman, non, il ne me reproche rien du tout et l'entente se passe très bien. Elle se mêle de l'éducation de vos enfants? Du tout, du tout. C'est nous qui gérons les enfants, c'est nous qui faisons les devoirs, c'est nous qui les lavons. Et la seule chose qu'on l'autorise à faire envers les enfants, c'est leur donner à manger. Enfin, la plus petite qui a 18 mois maintenant, mais à chacun des enfants, c'était de leur donner à manger, de les changer, puisque ça lui faisait plaisir. Mais jamais, en aucun cas, elle se mêle de quoi que ce soit. Est-ce qu'il vous arrive de vous disputer avec votre mari? Oui, mais pas sur le sujet de ma maman. Et quand vous disputez, elle s'en mêle? Elle prend parti? Du tout. Du tout. Bah, dites donc, Frédéric, c'est embêtant parce qu'on n'a rien à dire. Alors, hein. Vous n'avez pas de commentaires à faire? C'est quand même une relation très fusionnelle. Vous n'imaginez pas pouvoir vous séparer de votre mère. Du tout. C'est ça. Donc la relation, elle est quand même compliquée pour moi. Parce que vous ne pouvez pas imaginer votre vie sans votre mère. Et du coup, votre mère, sa vie de femme, on ne sait pas où elle est. Ça veut dire qu'elle n'existe que dans la mère et que dans le rapport à vous, à vos enfants, à votre famille. Donc, est-ce que ça lui pose un problème? Elle en souffre? À ma maman? Oui. Je pense pas, parce qu'elle s'est jamais plainte. Alors, vous avez déménagé pour plus grand en décembre 2009. Quelle formalité avez-vous ajouté à cette cohabitation? On a fait ajouter son nom sur le bail. Sur le bail? Sur le bail, parce que les années précédentes, en fait, on a eu beaucoup de retours de la part de la famille, directement, en disant, de toute façon... Alors, soit on lui disait directement à elle, et elle ne nous le disait pas, elle nous le disait plus tard pour pas qu'on réagisse ou qu'on coupe les ponts avec cette famille. Il lui disait, de toute façon, t'es pas chez toi, t'as rien à dire. Ou alors, on nous disait à nous directement, oui, mais de toute façon, vous êtes chez vous. Et donc, à ce moment-là, on a fait mettre le nom sur le bail, et on a profité d'un petit repas familial, justement, juste après la naissance de ma deuxième. On a profité d'un petit repas familial pour bien mettre les points sur les i avec la famille et leur dire qu'elle faisait partie intégrante de la maison, de la vie de famille. Et donc ça s'est fait naturellement. Qu'est-ce que vous diriez à Reine, qui, elle, n'en peut plus au bout d'un an seulement? J'étais choquée. Choquée par quoi? Par la relation qui était fusionnelle et qui maintenant est très très compliquée, visiblement. Je dirais de ne pas se prendre la tête sur des petites choses. En fait, il y a pire dans la vie. Il y a vraiment pire. Quand on a connu la maladie des enfants, c'est clair qu'on ne se prend pas la tête sur autre chose. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Moi, je tiens à répondre que votre maman reste neutre face, par exemple, à l'éducation, que moi, j'ai pas cette chance-là. Ma mère se mêle entre autres de l'éducation de ma fille. Donc, elle ne devrait pas intervenir dans ça. Pareil, c'est plusieurs petites choses à accumuler et au bout d'un moment, on arrive à saturation, quoi. C'est plus possible. Honnêtement, je pense qu'au niveau de l'éducation de l'enfant, peut-être qu'elle ne veut pas se mêler directement, mais qu'elle veut jouer son rôle de mamie gâteau. Oui, peut-être aussi. On a souvent eu le tour et on l'a encore quelques fois, quand je mets à des enfants au coin. Mais non, pas au coin, mais pas maintenant. Mais si, il va au coin maintenant. Après, ça passe, voilà. Mais c'est sûr qu'une mamie veut toujours jouer son rôle de mamie gâteau. Et ça ne vous pose pas de problème, vous, ça? Du tout, parce que les enfants savent qu'ils sont punis. J'ai ma fille de 7 ans qui sait très bien dire à sa mamie ma mère m'a punie, n'était pas ma mère. Donc je reprends ma fille parce que je lui dis ça reste ta mamie. Ouais. Mais voilà quoi, ça me pose pas de problème.
Et je trouve que c'est le rôle d'une mamie d'être là. D'être mamie gâteau. Voilà. Sur la notion de mamie gâteau, Frédéric? La notion de mamie gâteau est très très bien, mais je pense que les deux situations sont quand même très très différentes. Là, il y a un respect des limites, du cadre, ce qui n'est pas du tout le cas chez Reine. Donc on ne peut pas comparer vos deux situations. À partir du moment où la mère de Reine passe par-dessus elle pour prendre des décisions et ne respecte pas sa manière de vivre, son fonctionnement, ça ne peut pas aller. C'est comme dans toute cohabitation, quand on a des colocataires, on met des règles. Et on a du mal à mettre des règles parce que, voilà, il s'agit des parents, mais c'est vital. Parce que s'il n'y a pas le respect de ces limites-là, à un moment donné, on peut se sentir envahi dans son espace, en l'occurrence dans votre espace de mère. Et de femme aussi. Hein. Aussi. Mais c'est quand même problématique. Au début, j'ai pas forcément imposé de règles à cause de mon emploi. J'avais des horaires assez difficiles, donc j'étais très peu chez moi. Et c'est quand j'ai quitté mon emploi que là, je me suis aperçue que c'était vraiment la catastrophe, qu'il fallait mettre des limites. Il y avait déjà quelque chose qui était installé. Alors, voilà. Si je comprends bien, là, il y a un problème financier qui fait qu'elle ne peut pas prendre d'appartement, c'est ça? Vous vous retrouvez tous les deux bloqués par des histoires d'argent? J'ai pris les devants. J'ai recherché un appartement pour elle. Donc, d'ici peu de temps, elle va déménager de chez moi. Elle est d'accord? Elle a eu du mal. Même Comment pour ses elle démarches, a pris les choses? Au début, elle le prenait bien, mais c'est vrai que je vois qu'elle est assez réticente déjà, ne serait-ce que dans ses démarches. Je suis toujours là pour l'accompagner, sinon elle ne les fait pas toute seule. Et c'est aussi ça que j'appréhende. Si elle habite toute seule, est-ce qu'elle va s'en sortir? J'ai toujours cette crainte. Et là, je crois que ça va être important, Reine, que vous laissiez à votre mère la responsabilité de prendre en charge sa vie. Ce n'est pas à vous de le faire. Donc, je pense que vous allez retrouver une bonne relation en mettant cette distance-là. Mais il faut qu'elle lui explique, il faut qu'elle le lui dise. Et le fait de se positionner en tant qu'adulte, c'est pas contre toi, mais moi, j'ai besoin de construire ma vie. Et dans la situation dans laquelle on est en ce moment, ça n'est pas possible. Non, donc, moi, je souhaite que tu t'en ailles. Voilà. Et c'est pas contre elle, c'est simplement pour pouvoir construire votre vie, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Yvette, vous avez vécu pendant 23 ans avec votre mère, sous votre toit, 23 ans de cohabitation. Pas facile d'avoir une vie de couple dans ces conditions-là. Quelles étaient les principales sources de conflits avec elle? Depuis le mariage, on va dire. Ben, pareil. L'éducation des enfants. Donc là aussi, elles sont mêlées, elle intervenait? Oui. Voilà, quand la petite est née, donc c'est vrai qu'elle était très, comme on dit, maman gâteau, mais mamie gâteau, donc c'était tout à fait ça, puisqu'elle lui passait tout. Mais en plus, elle voulait pas que je la réprimande, elle voulait pas qu'on fasse notre travail d'éducateur, de parent. Donc vous lui disiez que ça vous dérangeait qu'elle se mêle de l'éducation de vos enfants, voire qu'elle vous contredise sur certaines décisions? Oui, parce que quand on dit, par exemple, à la petite, ben non, il est trop tard pour manger des bonbons. Il est bientôt 7 heures, et puis que la maman dit, ben écoute, non, laisse-lui ses bonbons. Parce qu'elle en voulait aussi, elle. Voilà, elle en voulait en même temps, donc ben tiens, t'en donnes un peu à mamie, voilà. Donc, voilà, c'était... Comme elle était très gourmande aussi, donc ça finissait souvent dans le placard au moment, juste avant, 5 minutes avant de souper, donc c'est sûr que autant lui que moi, ben, c'est pas possible, quoi. Pour les trois, elle a été comme ça pour les trois. En 2007, votre maman a été atteinte de la maladie d'Alzheimer. Vous avez dû la placer dans une maison de retraite spécialisée. Comment vous avez vécu son départ de chez vous? Très difficile. Parce que sur le coup, c'était un peu un mélange entre une bouffée d'air qui arrivait, parce que je me suis dit, bon, elle n'est plus là, donc on va pouvoir sortir, on va pouvoir bouger, profiter. Puis dans un autre sens, c'était... culpabilité. Une culpabilité puis une douleur. Ouais. Moi, j'ai ressenti son départ quand j'ai préparé ses affaires comme un truc atroce. Donc culpabilité, l'impression de... De l'abandonner quelque part. Oui, parce que je l'ai perdu 1 an après. Elle est décédée 1 an après. Ouais. Qu'est-ce que vous avez ressenti ce jour-là? Même pas explicable. C'est presque des regrets de l'avoir mis placée. D'ailleurs, j'ai développé un cancer du sein à ce moment-là. Vraiment. Vous faites le lien? Oui, je pense. Certainement, le stress. Le médecin me l'avait dit aussi, il m'avait dit que l'état émotionnel, le stress pouvait développer. Est-ce que votre couple a gardé des séquelles de cette cohabitation, de ces 23 ans de cohabitation? Oui, je pense. Je pense, oui.
Comment? Je pense que oui. 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 Quel genre de séquelles? D'être passé à côté de certaines choses que les jeunes font, que les jeunes mariés font souvent. On n'a pas pu faire le voyage de noces, par exemple. Vous n'êtes pas parti en voyage de non, noces? ça s'est passé l'année du décès de son père, donc ça s'est embrayé là-dessus. Et vous ne vous êtes pas rattrapé après? Ben non, parce qu'après on est rentré dans une routine, voilà, on va dire, d'un côté la culpabilité, on ne va pas la laisser toute seule, d'un autre côté, bon, on ne peut pas. Est-ce que depuis qu'elle est partie, vous avez rattrapé le temps perdu depuis que vous êtes passé de 3 à 2? Est-ce que vous êtes vraiment retrouvé à 2? Il y a les enfants au milieu, donc pas évident. Hein. Pas non, forcément. Non, on aura loupé tout ce qui est la vie d'un couple seul avant de concevoir des enfants. Alors qu'est-ce que vous attendez pour vous retrouver vraiment tous les deux? Qu'ils partent tous de la maison. C'est peut-être pas la solution. On va demander à Frédéric. Il y a peut-être un mode d'emploi avant que les enfants ne partent. C'est pas du tout la solution. Parce qu'on doit pouvoir vivre une vie de couple même quand on a nos enfants sous notre toit. Sinon, on met sa vie entre parenthèses. C'est ce que vous avez déjà fait. Alors, ce qui me touche, c'est que c'est dès le départ, en fait. Dès que vous vous êtes installés ensemble, votre mère était là. Et donc, du coup, c'est comme si vous aviez maintenant, aujourd'hui, à apprendre à vous connaître. Oui. À vrai dire, on en a parlé il n'y a pas longtemps, juste avant l'émission. Et c'est vrai qu'on ne se connaît pas vraiment. Mais oui, mais ça ne m'étonne pas. Qu'est-ce que vous ne connaissez pas l'un de l'autre? Plein de trucs, plein de choses. Mais par exemple quoi? Des fois, elle me dit, je ne te comprends pas, tu n'arrives pas à me comprendre. Je ne veux pas dire des goûts, on n'est pas toujours sur la même planète. Bon, on est très différents l'un de l'autre. Elle me dit, tu ne me comprends pas. Bon, peut-être. Mais bon, c'est vrai qu'on partage peu de choses ensemble. On n'a pas de hobby particulier. On s'est rendu compte, oui, qu'on n'avait pas vraiment de... Je pense qu'il faut parler de tout ça, exprimer qu'est-ce que vous auriez envie de faire, vos besoins, vos manques aussi dans la relation. Cela dit, pardon Frédéric de vous couper, mais enfin, il y a plein de couples qui vivent ça sans avoir vécu 23 ans avec leur mère. Ça, c'est sûr, tout à fait. Qui s'abritent derrière leurs enfants. Et qui disent, effectivement, on a pris de mauvaises habitudes quelque part. Oui. On a pris de mauvaises habitudes, mais puis on n'arrive pas à sortir. Quoi. Je veux dire, c'est comme on est dans un rail, puis pour nous, c'est prendre une tangente qu'on ne connaît pas. On est bien dans nos petits rails, on y reste. Quoi. Oui, mais là, les rails, ils sont parallèles. Est-ce qu'il y a un moyen de fusionner, d'être sur un rail commun? Je pense que vous pouvez programmer votre voyage de noces, par exemple. C'est une bonne idée. Commencez par ça. Pour nos 30 ans l'année prochaine. Ouais. Très bien. Par exemple, oui. Une redemande en mariage. J'ai l'impression que vous n'avez jamais autant parlé qu'avant de participer à l'émission, qu'en préparant cette émission. Absolument. C'est souvent ce qu'on nous dit. Dialogue, oui, c'est vrai, vous faites bien de le dire, parce qu'on n'avait plus de... C'était tellement devenu routinier avec maman et les enfants. Une super famille, parce qu'elle adorait les petits. Voilà, donc... puis les petits, voilà, c'était... Non, mais elle a quand même été là pour l'équilibre des enfants. Oui, c'était bien. Je veux dire, par là, ça n'a pas été une présence néfaste pour les enfants. Non. Ça, c'est très important. Mais pour vous, oui. Pour nous, oui. Pour nous, effectivement. Mais bon, comme les enfants passent avant le reste... mais c'était gênant. Voilà, oui, c'était pas néfaste, c'est vrai. Ça bloquait quelque part, voilà. Ça m'a toujours bloqué, moi. Bon, pour nous, c'était la normalité des choses. C'est maintenant qu'on s'aperçoit que c'était pas normal. Ce qui est génial, c'est que vous soyez là tous les deux, quand même, pour exprimer comme quoi, le fait que vous soyez finalement, que vous vous soyez éloignés l'un de l'autre. Donc ça veut dire que rien n'est perdu, Frédéric. Non, tout à fait, je suis d'accord avec vous. Mais par contre, je pense qu'il faut apprendre à vous parler, à vous dire, à parler de la personne que vous êtes, à exprimer des ressentis, ce que vous avez vécu pendant toutes ces années, pour pouvoir passer à autre chose aussi, et vous autoriser à rêver, à dire qu'est-ce qu'on aimerait faire ensemble. Et justement, vous le disiez, François, une activité, c'est une bonne idée pour trouver du plaisir aussi à être tous les deux. Et que ce système de toujours faire passer les enfants avant, ça va un temps, mais là, c'est fini. Il faut que vous arrêtiez ça. Vous êtes important aussi, sinon vous êtes complètement passés à la trappe tous les deux. Bon, dans quelques temps, on vous reçoit sur le plateau de l'Histoire continue. Vous viendrez nous raconter ce qui s'est passé dans votre quotidien. On vous souhaite en tout cas de vous retrouver, ce serait dommage de vous perdre de vue. Merci. Michel, votre maman est venue s'installer chez vous 5 mois après votre mariage avec Maurice. Quelle décision avez-vous prise finalement après 11 ans de vie commune avec votre mère et votre mari? Je pense que la chute du couple a été inévitable. Ah bon? Nous avons divorcé. Tellement vous vous êtes disputés? Ah ben, ça devenait invivable. Bon, attention, il n'y a pas non plus... Parce que dans un divorce, il y a toujours 80% pour celui qui est le blessé, entre guillemets. Et puis après, on relativise, on dit c'est 50-50, parce que bon, maman a été une part, mais ça n'a pas été que la cause, je veux dire. Mais on avait souvent des disputes,
Et puis, à un moment, on pète un câble, quoi. Donc, vous avez divorcé? Oui. Et puis, vous avez gardé des bonnes donc, relations? ça a été très houleux. Au début, ça a été un peu dur, On quand peut même. dire que ça a été très Vous houleux. n'étiez pas d'accord pour divorcer? Non, c'est moi qui suis parti. Voilà. Ah. C'est moi qui ai décidé. Donc, vous n'étiez pas d'accord pour qu'il parte? Ah, si. Bon, alors pourquoi ça a été houleux, alors, si vous étiez d'accord tous les deux? C'est-à-dire qu'il y avait des enfants aussi, quand même. Hein. Non, ça a été houleux parce que, moi, je n'ai pas été tout le temps fair-play dans le sens que, au départ, je lui ai mis tous les torts sur le dos. Ça vous fait marrer, vous? Ça me fait sourire. Ça vous a fait éclater de rire, ça oui, pareil. avec le recul. Ça serait aujourd'hui, nous déciderions de divorcer dans les mêmes conditions, la réaction ne serait pas la même, ce qui est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, avec le recul, vu que nous nous entendons relativement, on en sourit quelque part. Depuis quand vous entendez bien? Déjà, parce que ça a été trop houleux au mariage de mes enfants, parce que j'étais bornée, je voulais pas qu'ils soient là. Mais bon, j'ai mis de l'eau dans mon vin, entre guillemets, en disant, de toute façon, je vais pénaliser mes enfants, mais pas moi. Je deviens une égoïste en n'acceptant pas sa présence. Donc c'est difficile d'avoir son mari à côté. Déjà, j'avais un peu les nerfs que ça soit lui qui amène ma fille. C'est logique. Hein. Ça, c'est logique. Mais je me suis vengée parce que j'ai amené mon fils après. Donc, vengée, entre guillemets. Vous avez remarqué, elle a dit quand même, je me suis vengée. non, on faisait une vengeance sympa. Et puis bon, maintenant, on a nos 2 enfants. Et puis on a des petits-enfants et ils n'ont pas à rentrer dans ce système de conflit qu'on a eu. Les petits-enfants n'ont pas à voir... voilà. Alors, pourquoi vous êtes là tous les deux, en fait, aujourd'hui? Pour dire quoi? Parce que moi, on m'a demandé si ça me gênait que Maurice soit là, mais moi, je ne voyais pas d'inconvénient parce que je pense qu'on a le même témoignage. On a eu un couple qui a... Vous dites quoi, donc, aujourd'hui? Que votre couple s'est délité à cause de la présence de, de votre mère? En grande partie, oui, mais plutôt être présent sur ce plateau, peut-être, si l'on peut se permettre, c'est... Pour éviter à d'autres d'en arriver là? D'aider les gens, peut-être. Les conseils, c'est toujours très difficile, les conseillers ne sont pas les payeurs, on le sait, mais si l'on peut donner quelques idées que les gens puissent prendre... Par exemple, qu'est-ce que vous donneriez comme idée? L'idée principale, c'est de ne pas prendre la mer. Pardon. Oui, ça. Non, et puis laisser les enfants. Ça, c'est la chose. Moi, je le dis, mais très honnêtement, ne pas prendre sa mère, ce n'est pas de l'égoïsme, mais c'est simplement chacun sa vie. Nous sommes d'accord? La mère, c'est la mère. On n'élève pas ses enfants pour soi. Et moi, si vous me permettez, j'aimerais poser la question. Peut-être allez-vous pouvoir me répondre. Comment font les gens... Donc, vous ne voulez pas devenir animateur télé, vous, par hasard? Parce que depuis le début de l'émission 1, ça vous intéresserait. Oui, c'est ça. Oui, c'est mon job au départ. Oui, parce que vous faites quoi dans la vie, vous? Je suis ventriloque, je suis artiste de music hall. Ouais. Ventriloque? En fait, c'est pas moi qui me suis mariée avec sa marionnette. Je me suis mariée avec sa marionnette, en fait. Ah, vous êtes mariée avec sa marionnette? Oui, parce qu'à la mairie, c'est pas moi qui ai dit oui, c'est la marionnette. Ah, d'accord. Oui, c'est bien. Bon. Donc, Pardon, excusez-moi, je vais essayer de me calmer. Je vais vous poser la question, pardonnez-moi. Comment font les parents qui n'ont pas de parents pour élever leurs enfants? Pour les aider. Comment font un père, une mère qui travaillent, qui bossent, qui ont 1 ou 2 ou 3 enfants? Ils se débrouillent. Comment Ils se débrouillent. Voilà, c'est tout. Voilà. Ils se débrouillent. Il faut se débrouiller. Et moi, je vais dire autre chose. Excuse-moi. Je vais dire autre chose, c'est que moi, je vois mes 2 enfants qui sont mariés avec des enfants. Jamais me viendrait à l'idée, d'abord, d'arriver à l'improviste, parce qu'ils ont leur intimité et leur vie. Et deuxièmement, je téléphone en disant, tiens, j'ai l'intention de passer mardi, mercredi ou demain, est-ce que je peux venir? Parce que j'estime qu'on doit justement laisser ses enfants... voilà. Donc vous, si c'était à refaire, vous ne reprendriez pas votre mère chez vous? Non, avec le recul, non. Bon. Et vous alors, Reine, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Vous voudrez la virer déjà. Ça vous conforte dans ce que vous pensiez en arrivant sur ce plateau? Oui, c'est vrai que ça me conforte, mais comme je pense, une maman, on n'en a qu'une et je me dois de l'aider malgré que ça me déplaît. Bon, c'est sûr, je suis venue pour chercher des conseils, ça va m'apporter beaucoup. Il ne faut pas vous culpabiliser, oui, parce que là, elle est en train de se culpabiliser. Ne pas vous perdre aussi. Voilà, c'est que... c'est vrai qu'elle empiète sur ma vie énormément, quoi. Donc l'aider, oui, mais pas au détriment de votre vie personnelle. Voilà, tout à fait. C'est cela, Frédéric? Absolument. Et je pense que la distance est indispensable dans votre cas. Bon, j'ai l'impression d'être une adolescente, de ne plus être chez moi, d'être tout simplement la mère de ma mère. Mais c'est ça. C'est pareil. Bon, en tout cas, nous prendrons de vos nouvelles. J'espère que nous aurons le plaisir de vous recevoir de l'autre côté du plateau, sur le plateau de l'Histoire continue.
Bonne chance. En attendant le prochain rendez-vous, je vous propose de retrouver tout de suite Benjamin, Zoubida et El Amin et de découvrir avec eux ce qui a changé dans leur vie depuis leur dernier passage dans notre émission. Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui. Benjamin, je suis ravie de vous accueillir sur notre plateau. Je vais commencer avec vous. Nous avions fait votre connaissance le 6 juin 2008. Jean-Luc Delarue, vous recevez sur un thème plein de promesses. Il n'aurait jamais cru réussir, et pourtant. Alors à ce moment-là, vous veniez témoigner avec enthousiasme de votre nouvelle vie et surtout de votre nouvelle carrière. Vous faisiez quoi et vous vous lanciez dans quelle carrière? C'est un truc dingue, j'étais boucher charcutier. Et, à quel endroit? À Marseille. Et je me suis lancé dans l'humour et le one-man show. Et voilà quoi. Quand avez-vous décidé de tout plaquer? À mes 30 ans, à peu près à l'an 2000, j'ai fait le point sur ma vie, je voyais que je n'étais pas très heureux, je me suis dit tiens, il faut prendre un virage et changer de vie. Et c'était Est-ce qu'il y a eu évident. un événement particulier qui a déclenché ce déclic? C'était surtout de voir à la télé tous ces artistes et de me dire pourquoi pas y arriver moi aussi, quoi. Et puis j'étais pas très bien dans ma vie professionnelle, on va dire. Vous aviez l'habitude de faire rire autour de vous? Oui, voilà. Le truc, c'est qu'autour de moi, je faisais rire mes amis, ma famille. C'était une évidence. C'était une évidence. Là, ouais, mais parfois, on dit qu'il faut faire attention, parce qu'entre être comique de loge, comme on dit, et puis véritable artiste sur scène, c'est pas toujours la même chose. Oui, puis il faut essayer. Il faut se dire, bon, on va essayer, et puis si ça marche, ça va. Ça marche pas, ben, j'ai mon métier dans les mains, quoi. Alors, au moment de votre passage dans Toute une histoire, vous tentiez de percer, donc dans ce milieu très fermé des humoristes. Avez-vous réussi à relever ce challenge? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans le reportage que nous vous avons consacré direction Rocamadour, où nous sommes allés à votre rencontre. Je me disais, mais pourquoi pas faire un métier où on fait rire et que ça rapporte aussi sa vie? Benjamin était marié et exerçait le métier de boucher, mais il rêvait d'une vie plus intense. À 30 ans, il avait donc décidé de tout plaquer pour devenir imitateur. J'étais heureux, mais je savais qu'au fond de moi, il y avait quelque chose qui allait pas, quoi. Il y avait heureux ou pas heureux, alors? Bon, on va dire pas heureux, alors. Pas épanoui? Pas épanoui. Heureux, mais pas épanoui. Il manquait quoi? Il manquait la reconnaissance. En fait, je voulais faire présentateur télé, mais vous avez déjà pris la place. Il y en avait qu'une en plus. Hein. Déterminé, Benjamin avait néanmoins connu des débuts difficiles. Vous avez connu la galère, faut pas penser qu'il suffit de décider pour le faire. Racontez-nous les premiers spectacles et tout. C'était où, dans quel contexte? J'ai joué dans un restaurant devant 8 personnes. J'ai fait une demi-heure de spectacle et c'était bien de voir un public de dos, en fait. Parce que les gens étaient tous de dos, ils me calculaient même pas. Benjamin ne vivait pas encore de son nouveau métier. Alors il était prêt à tout pour se faire connaître. Mais je faisais mes imitations. Par exemple? Vous, je vous refaisais. C'est vrai? Oui, oui. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Jean-Luc. Bonsoir. Jean-Luc, vous avez 40 et quelques années, vous avez décidé de faire animateur télé. Comment c'est venu? En fait, au début, je voulais être boucher. C'est comme quand on est petit, qu'on part au ski et qu'on lève les bâtons et on part tout droit, quoi. Il faut pas avoir peur. Donc je suis humoriste et en plus taré, comme on dit. 5 ans se sont écoulés et nous retrouvons Benjamin qui reste marqué par sa rencontre avec Jean-Luc Delarue. 3e. Quand j'ai pris la place de Jean-Luc Delarue, ça a été incroyable. J'imaginais le faire, mais je ne pensais pas que ça allait se faire. Et ça a fait le buzz, en fait. Sur Internet, on a mis la vidéo. Et là, je ne sais plus combien de vues, mais énormément de vues. Non, c'était vraiment surprenant. Donc ça a vraiment lancé la tournée, la carrière. C'était parti, quoi. Suite à l'émission, Benjamin a pu aussi recevoir de précieux conseils. Je suis sorti du plateau et j'ai eu la chance aussi de discuter avec Jean-Luc qui m'a dit
tu devrais faire un spectacle sur ta vie. Donc sortant de là, j'ai commencé à écrire un spectacle sur ma vie. Et j'ai tourné 2 ans et demi ou 3 ans avec ce spectacle. Aujourd'hui, sa carrière a décollé. Benjamin est devenu Benji et il s'est fait une place dans le milieu du spectacle. Ma vie aujourd'hui, ça ressemble à... c'est de la tournée. Je suis à peu près 4 soirs sur scène par semaine, donc je m'éclate. Je fais les cabarets à Paris, un rêve aussi, parce que je rêvais de faire les cabarets à Paris. Et la tournée en province, Suisse, Belgique, j'ai joué à Saint-Martin dans les Caraïbes, j'ai joué à Marrakech. Donc pareil, c'est un rêve absolu, c'est n'importe quoi. Je pense qu'il faut vivre de ses rêves, vraiment. Et moi, je vis de mes rêves en ce moment, vraiment. Je suis sur un nuage depuis que je fais ce métier. Une deuxième vie. Mais quand Benji a voulu réaliser son rêve, Olivier, son ami, et Yann, son cousin, l'ont pris pour un fou. Le jour où il nous annonçait qu'il démissionnait, c'était lors d'un repas familial. Il y a eu une certaine stupeur au niveau de la famille parce qu'on se posait la question qu'est-ce qu'il va devenir. Aujourd'hui, avec le recul, ça nous permet de nous dire qu'il n'a pas eu tort et qu'il a pris le bon chemin. En tant qu'ami, pour moi, jamais je n'aurais pu penser que Benji aille si haut, qu'il parte à Paris, que des personnes le réclament, qu'il soit une tête d'affiche dans certains festivals. Chaque année ou à chaque spectacle, je voyais son évolution. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un artiste. Moi, ça me fait rêver. Il était bouché, quoi. Il était bouché. Depuis, Yann et Olivier ont rejoint Benji dans l'aventure en devenant ses associés. Au fur et à mesure, lui a cru à son projet et petit à petit, on a vu les salles se remplir. Et Benji a été vite débordé. Et donc on l'a suivi parce qu'il y a un moment, on a senti que tout ce qui était administratif, le temps qu'il consacrait à toute cette paperasse, il ne le consacrait pas dans l'évolution de sa carrière. C'est vrai que dernièrement, l'aventure se professionnalise et se transforme en une véritable entreprise concrète. Donc moi, je travaille comme un commercial. Je prospecte et je leur remercie tous les jours de pouvoir me faire côtoyer ce monde. Il est 8h du matin et Benji est déjà en plein travail. Avec ses associés, il prépare sa future tournée. Bon, si le premier soir, c'est bon, on peut rajouter une date, si tu veux, pour le samedi. Pour le samedi, on peut rajouter une date. Donc moi, je suis OK, c'est génial. Je suis super content, voilà. Salut, merci. Donc, ils sont OK pour faire jeudi, vendredi, samedi. D'accord. Donc la date du samedi, tu la rentres. Samedi, voilà. Donc, tu as intérêt, c'est clair, mais vu le nombre de dates que tu as intérêt d'être prêt physiquement. Hein. Je te dis, entre les déplacements et le nombre de jours sur scène. Ça, c'est pas un souci. C'est un travail à plein temps, le travail de la scène et le travail en dehors de la scène. Donc, c'est vraiment du temps complet, puisque dès que je descends de scène, j'allume mon portable et j'ai Olivier ou Yann qui me disent pendant que tu étais sur scène, il y a une date qui s'est signée ou il faut qu'on rappelle telle personne. On passe au côté bureau. Et le soir, on repasse du côté scène. Donc la scène, c'est ma récréation, en gros. Benji ne s'arrête jamais. Il se rend dans le centre de Rocamadour pour répéter la représentation de ce soir. Merci à tous. Okay. Merci à tous d'être venus, rendre visite ce soir. Passez un merveilleux moment en votre compagnie. Ok. Benji en est à sa 3e tournée. Et chaque année, Corinne lui donne rendez-vous dans son théâtre. Il faut saluer l'artiste, tu vois. Non, pas il faut pas. Tu vois, ce qui serait bien pour l'émotion, c'est que tu partes pas. Tu restes milieu scène, tu te tournes et tu dis au revoir comme ça. Comme ça, je vais essayer ça ce soir. C'est bien, ça a bien évolué. Je trouve qu'il a pris beaucoup plus d'assurance depuis ses derniers spectacles. Et je l'ai programmé parce que je savais que c'était Benji et j'y crois, voilà. Et lui, sur scène, il donne tellement que ça ne peut que marcher. Après les dernières répétitions, le grand moment approche pour Benji. Et le stress commence à monter. Bienvenue, ce soir, nous recevons Benji Doty. Ça doit faire la 3e fois qu'il vient nous voir à Rocamadour. Il nous présente ce soir son nouveau spectacle. Donc je vous demande d'applaudir bien fort Benji Doty. Bonsoir. J'ai reçu toute ma carrière.
Parmi toutes ces imitations, Benji a tenu aussi à rendre hommage à Jean-Luc Delarue. Bonsoir, comment ça va? On va faire un appel à témoins pour nos prochaines émissions. Pour l'instant, c'est parti. Attention, caméra 4. Non, te retourne pas, ma petite, c'est un sketch. Bien. Benjamin, quel parcours. Avant d'évoquer plus en détail votre réussite, on va revenir un instant sur ce qui fut votre vie d'aspirant humoriste. Racontez-nous à quel point les débuts ont été difficiles. C'est vrai qu'au début, déjà financièrement, il faut mettre un pactole de côté pour tenir. Et c'est difficile de jouer devant pas beaucoup de monde. Nous, on voit toujours à la télé des grandes salles pleines. On se dit, on va commencer, ça va être plein. Mais c'est plein de fauteuils vides, en fait, au départ. Ouais, puis jouer, ce que vous racontiez tout à l'heure, jouer alors que les gens sont en train de dîner et qui vous tournent le dos, c'est terrible, quoi. Ah, c'est terrible. C'est terrible, c'est ça, quand on chante déjà, mais alors là, qu'en plus, on essaie d'être drôle. Ouais, mais on est un meuble, hein, on est quoi? On est déprimé en sortant de là? On se dit qu'on arrêtera, Qu'est-ce qu'on se dit quand on est confronté à ça? On se dit vraiment, alors, est-ce que j'ai fait le bon choix? On se dit pourquoi les autres y arrivent, comment ils y arrivent, et on commence à se battre et à se dire, bon, on va s'accrocher, on va trouver les solutions pour qu'il y ait de plus en plus de monde dans les salles. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez été prêt à tout abandonner? C'est arrivé. Souvent? Mais ça arrive souvent quand il n'y a pas beaucoup de monde dans la salle, justement. Et on se dit, avec toute l'énergie qu'on donne, avec tout ce qu'on fait toute la journée, tout le temps, pour travailler, pour trouver des idées, tout ça. Et il n'y a pas beaucoup de monde. Et on s'aperçoit qu'aussi, la télé et la radio, c'est un outil formidable. Et Internet aussi, pour remplir les salles. En plus du talent. Quand on est un artiste, on a besoin d'être aimé. Et c'est vrai que quand il n'y a personne pour vous renvoyer ça, ça va être compliqué. Alors, on avait tout à l'heure des invités dont la mère est venue vivre chez eux. Vous, c'est l'inverse. Ah oui. Vous êtes reparti vivre chez votre mère parce que vous n'aviez plus les moyens de payer votre loyer? Au départ, oui, quand j'ai tout plaqué, il fallait... on se tourne vers la famille et puis vers ma mère, forcément, pour aller pour prendre une bulle d'air et de se dire, bon, allez, on va rester un petit moment pour faire ce qu'il faut pour continuer. Et puis, oui, je suis retourné chez ma mère vivre. Ça s'est bien passé? Oui. Elle vous a soutenu? Oui. Elle croyait en vous? Mais au départ, non. Au départ, ça fait peur, comme toute mère. On dit on va faire humoriste, on a un métier sûr. Et finalement, tout se renverse puisque tout le monde travaille avec moi. J'ai entraîné tout le monde. Elle travaillait avec vous, votre mère? Oui, elle a fait commercial, elle téléphonait pour trouver des dates, pour s'occuper des papiers, envoyer des courriers. Donc elle y croyait? Ah oui, après elle y croyait. On a vu à quel point Jean-Luc Delarue a été important pour vous. Il vous a même donné l'idée de votre spectacle. Racontez-nous cette rencontre. En fait, il m'a dit vraiment, après l'émission, il m'a dit, mais pourquoi vous ne faites pas un spectacle sur votre vie? Puisque ça pourrait communiquer un message, ça pourrait... Et ça m'a fait le déclic et je me suis dit oui. Alors j'ai appelé mon ami Ambroise Michel pour la mise en scène et on a fait un spectacle vraiment avec de la vidéo. C'est-à-dire en parlant de votre vie de boucher, de votre passé Je mettais de la vidéo. Et des difficultés que vous avez rencontrées peut-être? Oui. Dans la vidéo, c'était le boucher qui voulait devenir artiste et sur scène, c'était l'artiste comme si c'était la télé. Et ça plaisait d'ailleurs parce que les gens, à la fin du spectacle, me disaient... je me souviens même d'un général de presse à Paris où l'animatrice télé m'a dit « mais ça m'a donné une idée, je vais plaquer ce que je suis en train de faire pour faire ça ». Ah bon? Donc ça fait une animatrice télé en moins. En moins, une place en plus pour vous. Merci beaucoup, c'est bien ça pour nous. Alors, dans ce nouveau spectacle, vous avez tenu à rendre hommage à Jean-Luc. Vous avez dû être, comme nous tous, très affectés par son départ. Forcément. Ça m'a beaucoup touché. Je suivais, de toute façon, l'évolution de sa vie. Je m'intéressais beaucoup à tout ce qu'il avait fait. Et ça m'a touché puisque je voulais le remercier de son vivant pour tout ce qu'il avait fait pour moi aussi. Il était très visionnaire, Jean-Luc. Donc il vous a quand même trouvé le thème et ce qui vous a permis de réussir. Ça m'a permis de réussir dans ce que je fais. Et c'était pour moi l'occasion de lui rendre hommage. Et dans le spectacle, je voulais qu'il ait vraiment une place importante. Et d'ailleurs, Alors, il a quelle place? À la fin du spectacle, il y a tout le monde demeure dans la salle. Et puis lui, il vient de là-haut pour faire chanter les chanteurs qui sont disparus.
Et puis après, c'est lui, à la fin, qui ferme le spectacle avec quelques phrases qu'il faudra venir découvrir dans le spectacle. Vous produisez où? Alors, je produis partout en France, en tournée, et à Paris, à la Comédie Tour Eiffel, tous les mercredis à partir d'octobre. Bon. Les gens viennent? Les gens sont au rendez-vous maintenant? Oui, maintenant, ça commence à remplir un petit peu les salles. Je commence à faire un peu plus de télé, de radio, et donc ça commence un petit peu à remplir. Ouais. Donc ça s'appelle Trop de monde en parle. Oui, tout à fait. Quels sont vos projets d'avenir? Alors les projets, il y en a plusieurs. Il y a peut-être ouvrir un café-théâtre, ça me plairait, et produire des artistes dedans. Et là, je suis en train d'écrire une pièce également. C'est un nouveau challenge. Pourquoi c'était important pour vous de venir nous donner de vos nouvelles aujourd'hui? Déjà pour vous remercier, toute l'équipe de Toute une histoire, et aussi pour encore communiquer ce message que quand on veut, on peut, et on se donne les moyens, on peut réussir. S'accrocher quand même. Ah ouais. Il faut y croire. Il faut y croire. Il faut rêver, c'est ça. Est-ce que vous voyez toujours vos collègues, vos anciens collègues charcutiers? Est-ce qu'ils sont fiers de vous? Est-ce qu'ils sont les premiers à remplir vos salles? Oui, alors ça, ils n'en reviennent pas toujours. Ils viennent me voir et puis ils n'en reviennent pas. J'ai des messages sur les réseaux sociaux. On me laisse des messages, je me dis mais c'est pas possible, tu t'es bouché, on te revoit encore en blouse faire l'idiot, et on n'aurait jamais cru que tu serais arrivé où tu es arrivé. Quoi. Très bien, on vous félicite et on vous merci. souhaite, je sais pas, il faut souhaiter quoi dans ce métier? De passer dans vos émissions à vous en plus pour faire la promo. Voilà, tiens, pourquoi pas. Il est temps à présent de prendre des nouvelles de Zoubida et d'Ali. Bonjour à tous les deux. Vous êtes venus sur notre plateau le 24 octobre 2007 sur le thème « La rentrée des classes des enfants différents ». Zoubida, pourquoi vous sentiez-vous concernée par ce thème? Parce que nous avons un enfant sourd profond. Et je pense qu'il est normal, en ayant un enfant différent, qu'il puisse avoir une scolarité entre guillemets normale. Et je voulais montrer que si on a le matériel nécessaire, on pouvait y arriver. Et qu'ils avaient droit à une scolarité normale comme tous les autres enfants. Quelle initiative avez-vous prise lorsque votre fils était âgé de 6 ans? On a tout laissé à Bruxelles, où on avait notre vie, notre maison, notre travail, pour aller à Namur dans une école qui venait de s'ouvrir, École des Surdités, où il y avait une institutrice entendante et une institutrice entendante aussi, mais qui signait pour un groupe d'enfants sourds. Donc on est parti à Namur vivre. Donc ce qui permettait à votre fils de garder une scolarité normale, comme vous dites, au milieu d'enfants qui n'avaient pas de problème. Tout en ayant quand même la capacité de comprendre ce qui se disait. C'était important pour vous. Oui. Quand vous êtes venu la première fois sur notre plateau, Elamine avait 9 ans et demi. Quel message vouliez-vous faire passer à l'époque? Comme quoi la scolarité d'un enfant qui porte un handicap est possible. Ça veut dire que si on donne exactement les moyens, on peut y arriver. Et c'est ce qu'on a fait, c'est le message qu'on voulait passer, c'était l'occasion. Comme disait Benjamin, qui veut peut, donc il faut vouloir pour son enfant et on peut y arriver. Alors, quelques mois après votre passage dans notre émission, vous avez pris la décision de vous installer en famille à Toulouse, afin qu'Elamine puisse intégrer une école avec justement des cours de langue des signes. Et c'est justement dans la Cité Rose que notre équipe est partie à votre rencontre quelques jours après la rentrée scolaire. Comme il était différent des autres sourds profonds, il était agressé et mis de côté. Accompagnée de ses parents, Elamine, sourd profond depuis ses 9 mois, avait souhaité témoigner de ses débuts difficiles à l'école. Quand j'étais à Bruxelles, dans une école spéciale, je m'ennuyais. On signait beaucoup, on codait beaucoup, on dessinait beaucoup, mais on n'apprenait rien. Et quoi, c'est sévère. C'était sévère. Ah oui, comment... Différent des autres, Elamine subissait la violence de ses camarades de classe. J'avais beaucoup d'amis, mais parfois ils étaient agressifs, ils me frappaient. Moi, j'en avais marre. Mais ils te frappaient parce que tu es sourd? Non. On l'obligeait à oraliser, on l'obligeait à parler. Lui n'avait pas envie, donc comme il était différent des autres sourds profonds, il était agressé et mis de côté. Mais depuis qu'il avait changé d'école, Elamine avait retrouvé le plaisir d'apprendre. Il est en classe avec aussi des enfants donc entendants, aussi avec des enfants malentendants. C'est bien ce mélange? C'est bien le mélange. C'est chouette pour moi et je suis aussi avec des sourds et des entendants. Pour donner la même chance à chacun, il y avait 2 institutrices. L'une parlait, l'autre signait. C'est chouette qu'il y ait des entendants dans la classe.
Et c'est chouette qu'il y en a qui commencent un peu à signer, donc on peut communiquer ensemble. Si Elamine avait eu l'opportunité de s'en sortir, il désirait adresser un message aux autres enfants dans sa situation. Premièrement, de demander de l'aide au professeur et petit par petit, d'aller vers les autres et que petit par petit, l'amitié va se faire au fil du temps. Mais que tu dois te battre. 6 ans plus tard, nous retrouvons Elamine à Toulouse. Depuis 5 ans, Elamine vit en France, où il a intégré une classe adaptée à son handicap. Au début, difficile pour lui de s'intégrer. Mais à en croire sa prof de français, Elamine a réussi à vaincre ses difficultés. Quand il est arrivé en 6e, j'ai véritablement eu l'impression que c'était un élève qui manquait véritablement de confiance en lui. Je retrouve un adolescent beaucoup plus posé, plus serein. J'ai vraiment l'impression qu'Elamine rentre dans une démarche qui le rend de plus en plus autonome. Et c'est vrai que cette démarche-là est très encourageante. Depuis 2 ans, Elamine parvient à s'exprimer oralement. Désormais capable de se faire comprendre, il peut s'adonner à l'une de ses passions, la mode. Tu me dis s'il y a quelque chose qui te plaît, oui, que tu veux essayer. Tu me dis. C'est un pire. Celui-là, Sweet. S'il te plaît. Voilà, ça c'est. Tiens. Ah, c'est un pire. Tu aimes bien la couleur? Oui. Ouais. Tu peux voir. Oui, vas-y, à te voir. C'est ici. C'est bien? Oui. Oui, c'est confortable? Oui. Tu trouves? Alors là, il y a d'autres couleurs. Il y a cette couleur et cette couleur dans le même modèle. C'est mieux. Non. Celui-là? C'est tout. On va essayer. C'est privé, ça. Mais c'est trop triste. C'est trop triste. Oui. Ouais. Celui-là, il est plus lumineux. Oui, je prends. Oui, tu prends celui-là. Oui. D'accord. Mais c'est à prendre ce fois. À bientôt. Pour Elamine, cette autonomie est une vraie victoire. Qui a acheté? T'as acheté? Oui. C'est beau. Tu as essayé? Hein? Oui, c'est beau. Ses parents et sa petite sœur se réjouissent aujourd'hui du chemin parcouru. Tu sais, j'avais envie de te dire, tu travailles bien à l'école, je suis fière de toi. Et même si c'était difficile, que tu avais des combats, des batailles, tu t'es battu. Et regarde maintenant le garçon que tu es devenu. Tu es plus un garçon, tu es un homme maintenant. Et tu es autonome. Tu peux faire les choses tout seul. Et pour ça, maman, elle te dit bravo. Je t'aime vraiment beaucoup et on est très très fiers de toi. Merci, maman. Très impressionnée par ce parcours, à la fois d'Elamine, bien sûr, mais aussi de ses parents, que je trouve absolument formidable. Alors d'abord, question, pourquoi Frédéric est avec nous alors que vous, monsieur, madame, maîtrisez cette langue des signes? Pourquoi c'est pas vous qui faites la traduction? Je ne fais pas la traduction parce que chacun son rôle. Pour Elamine, il a envie que chacun son rôle. Donc, dans cette émission-là, il a envie d'interprète parce que c'est lui qui pourrait interpréter exactement ce qu'il dit. Et notre rôle de parent reste comme le rôle d'un papa et de sa maman. D'accord. Donc, on salue Frédéric qui est avec nous et que l'on voit le matin souvent, puisqu'il traduit les informations sur Télématin. Alors, Elamine, il y a 6 ans, pourquoi vous avez souhaité accompagner votre mère sur notre plateau? C'était intéressant d'accompagner maman, parce que d'abord, c'est maman, donc ça semble logique d'accompagner sa maman. Ah bah vous entend jamais parler, alors c'est étonnant. C'est vrai, je le vois toujours signer, mais jamais parler. J'avais jamais entendu sa voix. On sent un garçon bien, tu as l'air bien dans ta peau, équilibré, pas timide. Tout à l'heure, on me racontait qu'il est entré en régie pour voir ce qui se passe, pour poser des questions.
À quoi on le doit, le fait que tu sois bien dans ta peau? À toi-même, à tes parents, au fait qu'ils aient toujours voulu que tu sois intégré dans des structures au milieu d'autres enfants, entre guillemets, normaux? Alors c'est bien aujourd'hui en France, à Toulouse, dans l'établissement dans lequel je suis, parce qu'on a une enseignante qui est en langue des signes, dont le rapport de communication se fait directement, comparativement en Belgique où j'avais une enseignante qui parlait et l'autre qui signait, mais en même temps les niveaux étaient un peu hétérogènes, donc c'était difficile d'appréhender le cours en lui-même. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à Toulouse, en France, je me sens quand même beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus intégré et plus en phase avec l'enseignement. Tu es en quelle classe? Je suis en 3e. Très brillant, non? Très bon élève. Ça va, merci. Ça a l'air, ouais. Bon. Qu'est-ce que tu as dans la tête? Il paraît que tu as une oreillette, comme moi. Oui, j'ai un implant, effectivement. Qui sert à quoi? Pour entendre, et puis pour pouvoir communiquer avec les entendants, principalement. Tout à l'heure, je t'ai vu, pendant le reportage, ne pas regarder et faire ce geste-là. Tu n'aimes pas te voir ou tu as du mal à t'entendre, ce que tu entends? J'aime pas m'entendre, j'aime pas ma voix d'une manière générale, et puis me voir à la télévision, me voir à l'image, j'aime pas trop non plus. Je comprends. Est-ce que ta participation à toute une histoire a modifié le regard de ton entourage sur toi? Alors une fois l'émission terminée, qu'on est sorti, enfin, j'ai eu beaucoup de questions, beaucoup de gens ont fait preuve de curiosité, sont venus me parler alors qu'ils ne parlaient pas forcément auparavant. Et c'est vrai que ça fait du bien, il y a eu quand même un changement. Pas un grand changement, mais il y a eu un changement. J'imagine que les parents sont fiers du parcours de leur fils. Oui. Il est devenu beaucoup plus autonome. Il organise plus sa vie, il gère tout, il a des organigrammes pour l'école. Oui. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Est-ce que tu as une idée de ce que sera ton avenir? J'aimerais devenir vétérinaire. Ça fait déjà, c'est un rêve d'enfant que j'ai depuis une bonne dizaine d'années. Ou alors, si ce n'est pas vétérinaire, certainement architecture. Mais disons que ma préférence, dans un premier temps, c'est pour les animaux. Comment on communique avec des animaux quand on ne peut pas leur parler? Je sais pas, moi j'aime les animaux, alors est-ce que j'aurais peut-être la langue des signes à mon actif pour pouvoir communiquer avec eux? Ça peut être un avantage. Ou alors aussi peut-être en oralisant, enfin j'en sais trop rien jusque-là. Très bien, écoute, on te souhaite un joli parcours. Je voulais ajouter, quand vous avez demandé la question, que faut-il pour arriver? Il faut aussi beaucoup réfléchir parce qu'on peut aussi vouloir que son enfant arrive dans la vie, au niveau scolaire, mais on risque aussi de perdre beaucoup de choses au niveau social. Par exemple, Elamine, dans sa vie sociale à l'heure actuelle, il n'a aucun ami, il se retrouve seul et ça pour lui c'est très difficile et c'est difficile pour un ado de son âge en tout cas de se retrouver seul à 16 ans. Peut-être qu'après votre passage sur cette émission, les choses vont changer et que ceux qui le côtoient au quotidien auront un autre regard et une autre relation à lui. Oui. On vous le souhaite en tout cas. Merci d'être venu nous voir. Je vais vous faire signer le grand livre de l'histoire continue en commençant par vous, Benjamin. Oui. Voilà. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci de votre fidélité. Merci de votre confiance. À bientôt pour d'autres histoires. Et tout de suite, le sommaire de notre prochaine émission. Merci beaucoup. Là où je vais, les sons ne sont pas pareils. Le ciel est plus bleu.
il y a plus de soleil. C'est un pays docteur, à mon intérieur. C'est un long chemin, je sais. J'ai été enlevée par mon père à l'âge de 8 ans. Ça a été dur, ça a été violent. J'avais peur. Pendant des années, ils ont cru qu'ils ne reverraient jamais leurs enfants. Il a été enlevé il y a 1 an et demi. Pour une maman, vivre sans son enfant, c'est comme... C'est la douleur, le poids de l'absence. J'imaginais qu'ils m'avaient oublié. Puis le fait d'avoir l'impression de servir à rien dans leur vie, quoi. Jusqu'au jour où certains ont enfin retrouvé leurs enfants. J'avais peur, je savais que physiquement, ils ne seraient plus les mêmes. C'est dur de voir, ils étaient un peu fermés. Hein, c'était évidemment, on était étrangers, 6 ans et demi pour des petits-enfants comme ça. Oui, c'est un choc, quoi. Mais comment réapprendre à vivre ensemble après avoir été séparés pendant des années? Tout s'est réouvert très vite et on a repris la relation, entre guillemets, là où elle s'était arrêtée. Comment ça va évoluer, comment on va rattraper le temps. C'est une vie qui recommence pour eux. Pour moi, elle reprend, pour eux, c'est une autre vie, complètement différente. At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong.